À l'heure où les gendarmes du football français multiplient les contrôles à la sortie de saison, Saint-Etienne semble en meilleure posture que d'autres, avec un nouvel actionnaire et une équipe de dirigeants qui, semble-t-il, paraît plus aguerrie. Les Saint-Etienne pourraient bien être mieux armés pour affronter la crise des droits TV et plus généralement des revenus dans le football français. Mais qu'en est-il réellement? Comment les dirigeants encadrent le club et surtout, où en sont-ils à l'heure actuelle dans la stratégie mise en place? C'est ce qu'on va tenter de décrypter aujourd'hui avec Romain et Joss Randall de Populaire. Et donc justement, c'est la période de la DNCG. De nombreux clubs, on peut le lire dans la presse, de nombreux clubs craignent leur passage donc devant le gendarme du football français. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on entend ces derniers jours, on a l'OL qui est menacé, qui passera fin juin si je me trompe pas, le MHSC qui a baissé son budget de 15 millions d'euros, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement la DNCG et comment l'ASS va gérer justement cette période? La DNCG, je vais pas... tout simplement pour rappel, c'est on va dire, le gendarme financier du football français. Pour le dire simple, chaque équipe de foot, alors que ce soit professionnel ou non, présente ses budgets. Donc son budget pour l'année à venir. Donc là, chacun présente son budget pour l'année 2025-2026. Ils sont un petit peu le garde-fou pour éviter que justement il y ait trop de faillites dans le foot français. Donc vous présentez votre budget, c'est-à-dire ce que vous avez prévu de dépenser et ce que vous avez prévu d'encaisser. Et en fonction de ses recettes et de ses dépenses, vous faites un second point intermédiaire pour vérifier que tout est en ordre de marche, comme vous l'avez présenté au mois de juin. Ce second point intermédiaire est plutôt novembre-décembre. Et la saison dernière, c'est notamment à ce point intermédiaire que la DNCG a pris des mesures, notamment contre les voisins vilains, qui se sont vus relégués de manière administrative, de manière conservatoire, pardon. Donc, conservatoire, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais c'est là où ils tirent la sonnette d'alarme. Donc là, chacun repasse à son tour. Mais c'est vrai que cette année, il y a un contexte qui est un peu particulier parce que comme tout le monde le sait, j'imagine, les droits télé sont en pleine crise avec DAZN, un choix qui a été fait de prendre DAZN, un choix qui s'est avéré peu payant parce qu'il y a eu l'explosion de l'IPTV, de tout ce qui est piratage des matchs, et DAZN est très très loin d'être dans les clous et du coup a dénoncé le contrat. J'ai envie de dire, en mettant en cause la LFP et les clubs qui, selon DAZN, ne jouent pas le jeu pour que DAZN ait le plus grand nombre d'abonnés. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas de visibilité sur les droits télé à venir, donc la somme que chaque club va avoir l'année prochaine. Donc il y a une sortie de M. Mick Keller, qui est celui qui dirige la DNCG, qui a invité les clubs à faire preuve d'une grande prudence dans les budgets qu'ils allaient montrer devant la DNCG, notamment en indiquant que, on verra s'il tient ou pas sa parole, mais en indiquant qu'ils devront pas ou peu compter sur les droits télé dans le cadre des recettes, et également quelque chose qui se faisait bien jusqu'alors, dire cet été je vais vendre pour 30 millions. Là, cette année, selon les propos de M. Micheler, on ne peut pas passer, du moins on ne peut pas faire de promesses. C'est soit c'est acté, soit c'est vendu, soit ce n'est pas acté, et dans ce cadre-là, ça ne sera pas pris en compte. Ah, désolé, j'étais un petit peu long, mais voilà. Exigence. Moi, je vais apporter deux. Vas-y. Joss. Oui, exigence renforcée, en tout cas dans les termes, moi j'attends de voir les actes, mais je veux juste apporter deux précisions à ce qu'a dit Romain, qui était très précis et évidemment très juste. Il faut bien comprendre que la DNCG, je pense que c'est là où est le plus gros problème pour moi, c'est que c'est un gendarme, mais c'est un faux gendarme. C'est-à-dire que la DNCG n'est pas un commissaire aux comptes, c'est-à-dire que la DNCG n'a pas vocation à s'assurer de la pérennité économique des clubs dans le temps, c'est pas un commissaire aux comptes.
tout ce que demande la DNCG, c'est super simple. C'est vous allez commencer une année, apportez-moi la preuve que vous ne serez pas en déficit à la fin de l'année. Et si vous êtes en déficit, apportez-moi la preuve que vous allez le combler. Si vous faites ça, vous pouvez avoir 200 millions d'euros de déficit, ils vous laisseront passer. Ce qui est dingue. Un commissaire aux comptes ne ferait pas ça. Il alerterait sur la pérennité, ce qu'on appelle la continuité de l'exploitation. La DNCG s'en fout. À partir du moment où vous leur apportez des garanties que s'il y a des pertes, vous les comblerez, ils vous laissent travailler à perte. C'est là où pour moi c'est un faux gendarme. Un vrai gendarme, il devrait faire en sorte que les clubs ne travaillent pas à perte. Et la deuxième remarque que je voulais faire, et ça me fait bien rigoler, de la part de notre ami Mikeller, c'est effectivement, comme l'a dit Romain, il a demandé, c'est-à-dire, attention, là maintenant ça a plus rigolé, quand vous allez présenter votre budget prévisionnel l'année prochaine, vous enlevez les droits télé et vous enlevez les plus-values de mutation joueurs. Mais il y a, à part 2 ou 3 clubs en France, il n'y a aucun club français qui n'est capable de présenter un budget non déficitaire en faisant ça. C'est impossible. Un club comme Montpellier l'année dernière dépendait à hauteur de 70% des droits télé. 70%. Donc si vous enlevez 70% de vos revenus, vous êtes forcément en déficit. Donc l'idée était peut-être de mettre le nez un peu dans la mouise des clubs en leur faisant comprendre qu'ils étaient trop dépendants de ces 2 lignes de crédit que sont le trading joueur et les droits télé. Et c'est vrai. Et en ce sens, c'est louable. Mais c'est irréalisable. Aujourd'hui en France, c'est irréalisable ça. Ils ne pourront pas passer dans la NCG en disant on met 0 en droit TV, c'est pas possible. On prendra bien le temps de parler juste après des droits TV, mais dans un premier temps, justement, qu'en est-il de l'ASS ? Est-ce que Kilmer Sport Ventures, les nouveaux dirigeants, doivent craindre ce passage devant la DNCG ? Alors, déjà, si tu veux, les chiffres qu'on a, ils sont publiés une fois que l'année elle est terminée. Donc c'est déjà important de savoir que là aujourd'hui on n'a aucun document public qui va nous donner à quelle hauteur, quelles sont les recettes, quelles sont les dépenses de la SS depuis qu'il a été repris par Kilmer. Donc une fois qu'on a dit ça, pour répondre à ta question, je ne vais pas faire le normand, non, on n'est pas inquiet, pour la simple et bonne raison qu'ils ont remis au pot l'année dernière et qu'ils devraient remettre au pot cette année. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont venus pour perdre de l'argent et mettre à perte. On n'est pas sur du mécénat. Et si Larry Tannenbaum a directement confié le bébé à des personnes comme Ivan Gazidis qui s'est fait épauler d'un Hush Family pour mener le projet, c'est en premier lieu car eux maîtrisent et savent comment créer un club qui génère, en tout cas qui soit autonome et qui soit pas déficitaire. Et jusqu'alors, faut bien avoir en tête que comme la majorité des clubs français, je le répète, mais Saint-Étienne, pour être à l'équilibre, il y avait un déficit structurel chaque année, c'est-à-dire un trou à combler, qui était comblé par la vente des bijoux de famille, la vente des meilleurs joueurs chaque année, mais comme c'est le cas dans la grande majorité des clubs français. Eux, l'idée, c'est de retrouver un équilibre, donc quitte à mettre un petit peu au pot au départ, mais qui te permettent de pouvoir avoir la capacité financière de ne pas être obligé de vendre tes meilleurs joueurs chaque année et de pouvoir, de manière sportive, alors après ça c'est la théorie, on a bien vu cette année que tout n'était pas parfait, loin de là, mais au niveau financier, on est plutôt sur des personnes qui ont un modèle et essayent de l'appliquer en tout cas. Peut-être pour passer au sujet suivant si ça vous convient, mais il y a la masse salariale justement qui démontre cette volonté-là de encadrer le déficit, c'est ça ? Alors, je donnerai la main juste après, mais c'est vraiment la masse salariale, ça fait partie des vrais sujets. Alors quand on a des dirigeants, notamment étrangers, qui arrivent en France, dans les premières choses qu'ils constatent, c'est qu'on surpaye des joueurs moyens. Je m'explique, tu regardes les moyennes des salaires, le salaire moyen au Portugal, en Hollande, en Belgique, etc., dans des championnats dits mineurs. Je dis bien dits mineurs, parce que sur la scène européenne, même si Paris a gagné cette année, on ne peut pas dire qu'on soit non plus à des années-lumière du Portugal et de la Hollande sur les dernières saisons.
Mais eux travaillent différemment et en tout cas, de manière très chiffrée, hein, ils payent moins leurs joueurs. Mm. Donc là-dessus, il y a vraiment une volonté farouche qui leur a joué des tours l'été dernier de contrôler cette masse salariale. C'est pour ça, notamment, qu'on construit avec Family des contrats, pour en avoir vu certains, qui ont 30, 40 clauses, avec un fixe très faible, mais avec des choses très très élaborées qui peuvent grimper suivant la performance du joueur. Mais l'idée, c'est de pas, quitte à faire signer des joueurs 5 ans, parce que l'idée c'est d'amortir et de lisser tes investissements, quitte à les faire signer longtemps, comme ça tu gardes la main, on le voit par exemple pour Stassin, là, qui a signé 5 ans. Là, il lui reste encore 4 ans de contrat, donc tu te retrouves pas au pied du mur. Mais par contre, en salaire, niveau salarial, on est très très loin de ce qu'on a pu pratiquer par le passé. Ouais, je sais pas ce que tu en penses. Bah, je pense que tout ce que tu as dit est juste. Alors, je vais donner un petit peu mon avis sur l'approche qu'a Kilmer, tout ça. Comme l'a dit Romain, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, factuelles, et d'autres qu'on devine. Mais si on en reste juste aux choses factuelles, le moins qu'on pourrait conclure aujourd'hui, c'est que s'ils n'ont pas fait preuve d'une anticipation dans le domaine sportif particulièrement efficace sur la première année, en tout cas, ils sont très au point sur l'anticipation financière. Romain a parlé de la première recapitalisation, enfin le premier rapport en capital, plus un prêt d'un compte courant d'associés en décembre. Là, on entend parler d'une nouvelle consolidation des fonds propres par rapport en capital, donc ça, on pourrait y revenir tout à l'heure, c'est un signe qui est quand même très important. C'est pas pareil qu'un apport en compte courant. C'est beaucoup plus solide et ça dit beaucoup plus de la position de l'actionnaire dans son investissement de long terme. Ils ont aussi repris Sport5, qui est un investissement, mais qui prouve que d'abord, ils n'ont pas de problème de trésor, parce que, faut pas oublier que si Romeyer et Caiazzo avaient décidé de vendre finalement à un tiers la gestion des hospitality avec tout ce que ça comporte de baisse de revenus en parallèle, c'est parce qu'ils avaient besoin de cash. Après aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est des indicateurs très positifs. Et le dernier, c'est ce que vient d'expliquer Romain, et je pense que c'est peut-être le plus structurant pour l'avenir, c'est que eux, ils ont compris qu'il fallait changer l'approche au niveau de la gestion de la masse salariale. Et ça, c'est très important parce que c'est durable. La gestion des contrats, la gestion de la masse salariale, beaucoup d'incentives. En gros, tu payes quand tu as quoi. Tu payes quand tu as la performance. Concrètement, ça passe par quel genre de clause? Concrètement, c'est par exemple, pas forcément en savant, mais... pour avoir vu des contrats, je vais te le dire, ça passe par le nombre de matchs joués. Ça veut dire c'est des clauses de variables. Si un Mouefek qui fait un match, il a prolongé, là, il fait partie des joueurs qui ont des contrats avec 40 clauses. Si Mouefek avait joué 34 matchs, il aurait touché bien plus que vu qu'il en a joué 12. Alors 12, j'ai même plus en tête, mais voilà. D'accord. Après, tout ça, c'est parfaitement légal. En droit français, c'est parfaitement légal. Ce qui est interdit en droit français, c'est les clauses sous seing privé. Enfin, c'est pas interdit en droit français, c'est interdit par la Fédé. À l'étranger, tu peux signer des choses qui sont en dehors du contrat qui est déposé à la Ligue, qui sont signées chez les avocats, qui sont des clauses sous seing privé. Par exemple, tu peux avoir une clause de départ avec une clause libératoire avec un certain montant. Ça, c'est interdit en France. Par contre, n'est pas interdit en France, ni par la FFF, ni par la FFP, ni par le droit social, de mettre des clauses de variables. Voilà. Des primes. Là, tu dis tu vas toucher. Alors, la notion de prime en France, c'est un peu différent. La notion de prime, c'est quelque chose qui a un caractère très exceptionnel. La notion de variable, c'est quelque chose qui est assujetti à la réalisation d'objectifs. C'est la différence entre une prime et un variable. Mais tu peux tout à fait dire, tu vas toucher 10 000 balles. Et puis après, tu pourras augmenter ton salaire jusqu'à 50 000 par mois si tu joues tant de matchs, si tu marques tant de buts, si l'équipe prend tant de points par match. Après, les clauses, tu peux en mettre autant que tu veux. Et ça, c'est quelque chose d'assez américain, on n'est pas très surpris. Le fait de l'avoir mis là-dedans, mais rappelez-vous, enfin, on a l'impression de réinventer la Lune, mais souvenez-vous du salary cap. Il y a quoi, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans peut-être, qu'avait mis en place... C'était la même idée. C'était la même idée. Alors par contre, le salaire fixe pour tout le monde était beaucoup plus élevé, mais l'idée c'était de dire il y a un salaire fixe qui n'est pas dépassé. Alors évidemment, il était dépassé par quelques-uns, Perrin, Ruffier et compagnie, mais et Galtier.
Mais tout le monde sera logé à la même enseigne, aura un maximum de salaire fixe, et tout le reste, il faudra aller chercher par la performance. Bon, c'est ce qu'ils ont décidé de mettre en place. Quelque chose comme ça, ouais. C'était 90 000, je crois, ouais, la barre. Sauf pour 2-3 exceptions. Alors, simplement, oui, c'est exactement la même philosophie, mais fait avec, d'une part, un peu les reins plus solides, et d'autre part, une meilleure technicité. Parce que ce famille, qui est critiquable sur certains points depuis qu'ils sont arrivés, c'est pas le sujet, on est sur un expert du modèle. Il était reconnu à Arsenal pour faire ces choses-là. Et pour aller plus loin là-dedans, c'est que on retrouve les mêmes contraintes et inconvénients qu'on a eu quand on a mis le salary cap en place. C'est-à-dire qu'on se tape vite la tête contre un plafond de verre. C'est-à-dire de manière très on va y aller franco, mais en août dernier, tu cherches un arrière-gauche. T'essaies donc alors il y a ces fameuses data, ça c'est une première chose, mais pas que. Tu continues, tu as différents noms, et puis tu as des noms qui émergent. Et puis tu vois que avec eux, ils s'étaient fixé une enveloppe, je crois, notamment pour Pierre Cornu, le poste d'arrière-gauche, ils pouvaient pas filer plus de 30 000 euros par mois. 30 000 euros par mois, c'est très bien, mais ça te met aussi certaines limites. Donc quand ils sont allés voir Ballo-Touré, qui a finalement signé au Havre, qui a été prêté au Havre ou signé, je sais plus, l'hiver dernier, il y avait un delta entre ce que lui prenait au Milan et ce que Saint-Étienne lui proposait, qui était énormissime. Donc, je dis pas que c'était une bonne idée de faire Ballo-Touré, c'est pas l'idée. Mais par contre, c'est que toi, tu t'appliques des limites que les autres ne s'appliquent pas sur un même marché. Donc, exactement, c'est aussi question ce qui de contexte. explique que tu te fais griller sur pas mal de pistes. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même stratégie en Ligue 2, justement, avec la relégation du club? On peut s'attendre à la même chose? Alors, ce qu'a dit Romain est très intéressant, parce que, en fait, quand tu veux mener cette politique, il faut avoir les reins solides, il faut avoir une vraie ligne de conduite en te disant, quoi qu'il arrive autour, moi, j'en dérogerai pas. Et c'est ça qui a manqué à Romeyer à l'époque, parce qu'on était un peu dans la stratégie de s'orienter avec le vent, parce qu'on avait cette urgence de résultats, etc. Kilmer, je pense, est dans une logique beaucoup plus distanciée, en disant, voilà, si ça doit nous faire mettre plus de temps pour y arriver, ça nous fera mettre plus de temps pour y arriver, mais notre politique à nous, c'est ça, et rien d'autre. Et je pense que là où ils bénéficient d'un contexte qui est plus favorable que ne l'avait Romeyer et Caiezzo à l'époque, c'est que là, incontournablement, je pense que les gens ne se rendent pas encore compte du tsunami, mais incontournablement, les clubs français vont devoir baisser les salaires partout, sauf évidemment au PSG, à Monaco, voilà. Ils vont devoir, parce qu'il n'y a plus de pognon pour les financer. Donc, les salaires vont baisser mécaniquement. Donc, la pression qu'on avait à l'intérieur du championnat français de mecs qui disaient si vous venez chez nous, vous aurez un fixe, il faut que vous acceptiez d'aller chercher le reste en variable. À l'époque, les joueurs disaient non, moi je préfère aller ailleurs parce que j'ai tout en fixe. Ils vont pas forcément avoir autant de propositions que ça. En tout cas, pas en France. Donc, c'est là où le contexte est beaucoup plus favorable pour Kilmer pour mettre en place une politique avec des gros variables. Pour faire la transition et passer au sujet suivant, on évoquait les droits TV tout à l'heure. C'est justement ce contexte-là des droits TV qui finalement pourrait être favorable à l'AS Saint-Etienne, Romain, en quelque sorte. Pour répondre à ta question, parce que tout à l'heure tu as posé la question, cette année comment ça va se passer? Alors pour l'instant, on ne peut rien affirmer. Moi, les premiers échos que j'ai, c'est qu'ils sont quand même rendus compte de ce plafond de verre. Parce qu'ils ont galéré à faire certains joueurs, après ils étaient en découverte aussi, faut bien l'admettre, mais il y a des prospects à Saint-Étienne, on est très, pour l'instant, de ce que je constate, on est assez bon pour aller trouver des prospects là où on n'était pas très bon avant, on manquait d'imagination. Maintenant, pour arriver à les convaincre, c'est d'une part, t'étais promu, là aujourd'hui t'es en Ligue 2, donc t'es relégué, et d'autre part, tu te mets des limites financières, qui sont très bien si tu veux être pérenne, tu veux avancer de manière pérenne. Mais pour autant, cette année, moi de ce qu'on me dit, c'est qu'ils seraient prêts à décloisonner, ou en tout cas augmenter le curseur, même s'ils sont en Ligue 2. Voilà. De manière significative, ou en tout cas... ça compte dépenser de l'argent quand même cet été. Donc ça, c'est pour répondre à ta question précédente. Et tu m'as posé quelle question après? Ouais, c'est ce qu'évoquait Joss avec les droits TV. Ils sont dans un contexte qui est du coup
finalement favorable à la Saint-Etienne ces derniers mois, Bon, avec les droits TV. favorable, je sais. C'est-à-dire que quand tout le monde doit En tout cas, vendre, pas défavorable. c'est le cas de tous les autres clubs. Tous les autres clubs doivent vendre leurs meilleurs joueurs, là, aujourd'hui. Mm. On ne trouvera pas un club, voilà. Saint-Etienne n'est pas dans cette obligation-là. On n'a pas un effectif pléthorique comme ça a pu être le cas, parce qu'on a certaines fins de contrat. Aujourd'hui, on a la main sur les joueurs qu'on a recrutés l'été dernier, parce qu'ils ont tous signé, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, ils signent tous 5 ans. Contrat long, ouais. Contrat long. Et à partir de là, nous, comme on a un actionnaire derrière qui est capable de remettre au pot, et combler le trou sans faire n'importe quoi, parce qu'il y a quand même cette volonté de rééquilibrer le système, à partir de là, tu peux être relativement serein. Nous, on n'est pas inquiets. Au contraire, nous, on va regarder comment ça se passe à Angers, comment ça se passe au Havre, comment ça se passe pour l'OL, comment ça se passe pour Nantes, sans espérer, parce que moi, ce qu'on me dit en interne, c'est que ça espère pas que les autres se pètent la tronche. Voilà. Bien sûr. C'est Ça, c'est de pas passer par la prioritaire. Ligue 2, on le mérite. Mais pour autant, on reste vigilant et on est serein, nous, quant à notre passage devant la DNCG. Pour revenir un peu sur les droits TV, peut-être revenir en amont, comment ça s'explique qu'il n'y a pas de crainte du côté de la Saint-Etienne avec cette crise-là du droit TV? Joss, t'expliquais, toi, le MHSC, quasi 70%, donc le chiffre exact, il me semble, c'est 67% des droits TV dans leur budget. La SS, c'est seulement 18%. Ça a été géré en amont, vous pensez? Enfin, on ne sait pas réellement, puisque c'est relativement caché, mais ça s'explique par ça? Ça s'explique par deux choses. Les dépenses et les recettes. Pourquoi ce pourcentage est aussi élevé au MHSC? C'est d'abord parce qu'ils n'ont pas développé d'autres revenus que les droits télé, ou très peu. C'est leur seule source de revenus. Ils n'ont pas grand monde au stade, ils ont un merch qui est déplorable, ils ont une activité sponsoring qui est faible. Toutes les autres sources de revenus hors droits télé sont beaucoup plus développées chez nous qu'au MHSC. Et puis après, l'autre problème, c'est qu'ils ont une masse salariale qui est plus élevée. Donc du coup, elle représente plus en pourcentage dans le peu de revenus qu'ils ont. Pourquoi nous on a ce pourcentage beaucoup plus faible, c'est qu'on a baissé les dépenses en maîtrisant la masse salariale et on a augmenté les ressources hors droits télé. Donc on est moins dépendant des droits télé. Et ce qui vient de se passer avec Sport5, Kilmer, oui. Ouais, c'est important. Non, mais c'est important aussi de souligner parce qu'on leur a assez tapé sur les doigts. Oui, ça là-dessus. À ce niveau-là. Moi, j'avais pas tellement de doutes qu'ils savaient faire ça. C'est culture nord-américaine, le développement des revenus. Non, je parle pas de Kilmer, moi. Je te parle avant eux. Le travail avait été opéré. Ah oui. Est-ce que c'est propre à Kilmer? Est-ce que c'est propre à Kilmer, ces revenus? Alors, comme l'a dit Romain, c'est quelque chose qui était déjà enclenché. Il y a des gens qui bossent là-dessus. Arnaud Jaouen bosse là-dessus, par exemple. Maintenant, je pense que ça va s'accélérer. Et là, ce qui vient de se passer avec Sport5 est pas une anecdote. Et moi, personnellement, je suis persuadé. Vas-y. Ouais, Sport5. Sport5, c'est une société qui gérait pour le compte de la SS toutes les hospitalities, c'est-à-dire les abonnements, les VIP, et ils avaient aussi une responsabilité en activité sponsoring pour trouver des sponsors. Et cette société-là, contre la gestion de ce service-là, a acheté ça à la SS il y a quelques années de ça, et ça a été reconduit pour une dizaine de millions d'euros, je crois. Mais en échange de cet achat-là, Sport5 prenait une grosse partie des revenus issus de ses sponsors, des hospitalities, etc. Et Kilmer a décidé de remettre la main là-dessus, d'abord pour bénéficier de tous les revenus issus du sponsoring, des abonnements, des organisations d'événementiels, etc., etc. Et puis pour le maîtriser surtout, pour pouvoir le développer. Parce que c'est une des grandes idées qu'a Kilmer, je pense, à terme, c'est de développer un maximum ses revenus marketing. Développement de la marque, un peu ce qu'a fait QSI au PSG aussi. Alors évidemment, toute chose n'étant pas égale par ailleurs. C'est la première réussite du Qatari, voilà. Exactement, ils ont développé la marque. Et je pense que ce qui a intéressé Kilmer dans la SS, c'est la marque. C'est le fait qu'il y a un terreau pour bosser sur des revenus marketing, générer des revenus marketing.
parce qu'ils ont compris, ça m'amuse parce que c'est des gens qui sont là depuis pas longtemps, mais ils ont compris des choses que certains présidents de Ligue 1 n'ont toujours pas compris. Il y a des présidents de Ligue 1 qui n'ont toujours pas compris, celui de Reims par exemple, que il fallait absolument s'émanciper des droits télé parce qu'ils n'allaient faire que descendre. Eux, ils l'ont compris. Et comme c'est un peu plus leur truc en termes de culture nord-américaine de développer l'entertainment, les hospitality, eh ben, ils se sont lancés à fond là-dedans. Et moi, je suis pas étonné qu'ils aient repris assez vite le contrôle de cette partie-là des revenus du club. Et je serais pas non plus surpris que l'étape d'après, un jour ou l'autre, ça soit de racheter le stade. Parce que ça, en dehors du fait de créer un actif important, et oui, parce que ça créera un actif important et surtout, quand tu gères le stade, tu gères exactement comme tu veux l'utilisation de la marque. Donc globalement, pour revenir un petit peu pour pas perdre tout le monde, ils sont réussis à rester indépendants des droits TV avec le contrat Sport 5 qui intervient à la fin de la saison, en maîtrisant le salary cap, en maîtrisant les salaires, pardon. C'est plein de petites opérations qui ont permis au club d'avoir les ressources nécessaires pour pas être dépendant du droit TV dans le budget prévisionnel, c'est ça? L'augmentation de tous les revenus hors droit télé, partout où tu peux gagner de l'argent, les sponsors, la billetterie, les hospitalities, demain le stade, etc. Tout ça, ils l'ont repris en propre pour le développer. Okay. Et plus tu développeras tous ces revenus extérieurs, moins tu seras dépendant des droits TV, peut-être un jour n'être plus du tout dépendant des droits TV, et que ça représente 5% de tes revenus. Ça serait l'idéal parce que tu dépends plus que de toi. Tu dépends pas d'une négociation qui dépend d'un diffuseur, qui dépend de valorisation, etc. Si tu reprends les trois plus grosses recettes, blocs de recettes, j'ai envie de dire, c'est rigolo de voir après un an ce qu'ils ont fait. Parce que si tu reprends alors les droits télé, ils ont vu que ça marchait pas. On soulignera quand même au passage que Ivan Gazidis était avec Damien Comolli dans la commission de ceux qui proposaient de nouvelles idées pour un nouveau système, qui est toujours en cours, et on voit derrière des idées nettes comme les play-offs, des choses comme ça. Et on sait qu'il est pas loin de tout ça, notre nouveau président. Donc ils se sont placés à ce niveau-là. À côté de ça, alors c'est quand même un mec qui a créé la MLS, ou du moins qui était dans les créateurs de la MLS. Donc voilà, on n'aime pas, mais on voit l'influence. À côté de ça, on a la partie sponsoring. Donc je reviens pas dessus. Joss a déjà tout dit concernant Sportfy. Ils ont fait une CVC. Ils avaient besoin de thunes à un moment avant. Et ils ont pris. Et derrière, quitte à vendre les bijoux exactement de famille ça. Et pas s'en occuper. Le parallèle avec CVC. Et le troisième champ de recettes, c'est donc la billetterie. Et là, on voit qu'il y a eu une attitude dès le départ qui était très très fine avec notamment les groupes ultra. Là où certains, en tout cas notre ancienne direction était terminée en guerre, clairement avec les ultras. Aujourd'hui, ils sont allés les défendre jusqu'au ministère face de la défense, et ça c'est pas non plus anodin. Voilà. Ça a aussi un impact sur l'image, ça a un impact financier. Et il y a une maîtrise. Alors, là où, en conclusion de ce que je dis, c'est simplement que je trouve qu'ils sont en train de construire quelque chose à ce niveau-là qui est intéressant, par petits bouts. Voilà. Pour autant, ça n'enlève absolument en rien le fait que réaliser ce genre de révolution, c'est très bien. Mais là où c'est le plus compliqué, c'est d'arriver à tourner sportivement pendant que tu mets ces révolutions. Et c'est là où ils ne sont pas arrivés à le faire, comme n'était pas arrivé à faire la précédente direction avec un Claude Puel, où sportivement, c'était trop drastique d'un coup. Voilà. Concrètement, est-ce que, Romain, je te pose la question pour enchaîner, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une remise au pot dans pour le retour du club en Ligue 2 ? Je te pose la question très naïvement. Comme Joss l'a dit tout à l'heure, c'est une information qui a sorti but, et je laisserai Joss en dire plus, parce qu'il est plus à même que moi de l'expliquer. Donc oui, ils ont remis au pot selon les informations de Laurent S. Donc voilà, je laisserai Joss expliquer encore une fois. Ce que moi je sais, c'est que sur le mercato, là, on est clairement sur un mercato
ambitieux, quand tu parles avec des agents, en tout cas, le message qui est diffusé, c'est pas de tout révolutionner, loin de là. C'est de construire sur l'équipe que tu as. Oui, c'est un échec, mais l'idée, c'est pas de revendre tout le monde. Et ils ont directement voulu faire passer le message en disant que Stassin et Davitashvili et ou tout autre joueur qu'ils souhaiteraient garder, eh ben, ils sont pas dans l'obligation de les vendre. Donc ça veut dire quoi en d'autres termes? Mettez le pognon, sinon ils restent chez nous. Ouais. Mettez plus de pognon que ce que vous avez prévu d'y mettre. Voilà, Lucas Tassin, il partira, hein, c'est un secret de polichinelle, mais par contre, là où avant il serait parti pour 10 millions, là, aujourd'hui, on peut se permettre d'attendre un peu plus et d'espérer bien le double au moins. Donc ça, c'est une première chose. Et puis pour se renforcer, ils vont se renforcer notamment derrière, et ça va sortir le chéquier. Moi, c'est ce qu'on me dit, ça sortira le chéquier. Donc on verra. On va en parler après, évidemment. Les paroles. Joss, pour expliquer un petit peu justement le. Ouais, en fait, ça va faire lien avec ce que vient de dire Romain, parce que tout ça se tient finalement. En fait, il faut juste qu'on précise ce qu'on appelle par remettre au pot, parce que ça peut, dans une entreprise, ça peut vouloir dire plein de choses. En fait, l'information, alors il faudra attendre qu'elle soit confirmée, c'est qu'il prévoit une nouvelle opération en capital, c'est-à-dire d'augmenter le capital. Ça, c'est ce qu'on appelle une opération de fonds propres, donc c'est quand tu veux consolider tes fondations. Les fonds propres, c'est un peu la base de ta maison en fait. Techniquement, les fonds propres, quand tu crées une entreprise, c'est ton capital social que tu mets au départ dans ta boutique et qui est chaque année augmenté de tes bénéfices ou réduit de tes déficits selon que tu fais des bénéfices ou des déficits. Donc en fait, c'est un peu ton trésor de guerre. C'est la base. Mais ce qui est très important dans les capitaux propres, c'est que c'est là où tu vas taper quand tu fais des déficits. Donc, quand tu fais un déficit à la fin d'une année, l'année dernière, il y a eu 1,8 million de déficit, je crois, ça vient réduire tes fonds propres. Pour consolider tes fonds propres, tu as plusieurs moyens, mais tu en as deux principalement. Soit tu augmentes le capital, donc tu remets de l'argent, soit l'actionnaire dit je vais faire un prêt en compte courant d'associé avec possiblement clause de retour à meilleure fortune, ou même tu peux charger des intérêts sur ton entreprise. Tu peux demander à ton entreprise de te payer des intérêts. Et ce qui semble se profiler, c'est une augmentation de capital. Et ça, c'est très significatif, parce que le capital, une fois que tu l'as mis dedans, tu y touches plus. Enfin, tu peux pas le reprendre. Tu le reprends le jour où tu vends ta boîte. Tu le reprends dans le prix de vente, en fait. Donc, c'est pour moi un signe fort déjà d'investissement moyen-long terme. Alors qu'un prêt en compte courant d'associé, c'est un prêt, quoi. À un moment donné, tu peux dire à ta boîte, maintenant tu le rembourses. Donc ça, c'est un premier élément. C'est signe d'investissement pour les gens qui craignent que Skillmer soit juste de passage. Donc ça va plutôt dans le sens inverse. Ils assurent donc avec des fonds les fondations du club en fait, en quelque sorte. C'est ça. Ils remettent de l'argent dans le club pour et c'est là où je viens à mon deuxième point, c'est que je pense que ça traduit ce que vient de dire Romain, c'est-à-dire que ils envisagent probablement que l'année prochaine, en termes de revenus, même s'ils sont en train de les augmenter, comme on a dit, en tenant compte d'une nouvelle baisse de droits télé, ils ont probablement anticipé des revenus qui vont pas augmenter beaucoup, mais ils ont l'air de vouloir investir sur les joueurs. Donc, ils ont probablement anticipé un déficit d'exploitation l'année prochaine. Et ce déficit d'exploitation, c'est-à-dire que tu vas dépenser plus que ce que tu vas gagner. Donc à la fin, au 30 juin 2025, ton compte d'exploitation, il va montrer un déficit, parce que tu auras dépensé plus que ce que tu auras eu comme revenu. Et dans ces cas-là, ça revient au cas que j'évoquais, c'est ce qu'on appelle un déficit, et ce déficit, il va venir s'inscrire en moins dans les fonds propres, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies suffisamment de fonds propres pour le soutenir, parce que normalement, même si on l'a vu avec Bordeaux, la loi française est parfois très tolérante, mais une entreprise n'est pas censée avoir des fonds propres à zéro ou négatifs en France. Tu peux pas, si tu restes en fonds propres négatifs, au bout d'un moment, tu déposes le bilan, quoi. Donc cette augmentation de capital, elle est là pour soutenir en fait l'investissement qui va être fait dans une année ou peut-être 2 années, peut-être 3 années où ils vont mettre du temps à générer beaucoup de revenus supplémentaires et où les revenus ne permettront peut-être pas de couvrir toutes les dépenses qu'ils comptent faire. Donc tout ça se tient en fait. C'est un investissement de long terme. Donc ça, c'est un message à tous les Stéphanois. C'est que si Kilmer augmente le capital, c'est qu'ils veulent investir dans la solidité de l'entreprise. Donc ils vont pas partir demain. Et 2, très probablement que ça nous indique qu'ils vont investir dans le sportif cette année et anticipent peut-être que les revenus de l'année en Ligue 2 ne seront pas suffisants pour couvrir ces dépenses, mais ils s'en foutent puisqu'ils ont augmenté les fonds propres.
Romain, pour conclure sur ce sujet, avant de passer aux enseignements à tirer après la première année sous Kilmer, c'est pas pour autant qu'on peut s'attendre à un mercato de Ligue 1 alors que la SS est en Ligue 2. Plutôt de l'anticipation en fait. Je resterai prudent sur ce que je vais dire à ce niveau-là, parce que j'ai pas envie de vendre du rêve non plus. Puis parce que c'est bien d'aller sur des pistes qui mettent l'eau à la bouche, mais qui sont intéressantes. Mais derrière, il faut les faire signer. Et on a dit qu'on en a parlé, notamment au niveau salarial, on a des contraintes. Et aujourd'hui, il va falloir arriver à convaincre aussi des prospects intéressants de s'engager dans un projet qui prendra au moins une année en Ligue 2. Pour autant, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça veut dire mercato de Ligue 1 ? Parce que là, si tu regardes, on va regarder avec attention les mercatos des clubs de la seconde partie de tableau de Ligue 1, parce qu'il va vraiment avoir une Ligue 1 à deux vitesses. Ceux qui ont les droits télé des matchs internationaux, dit autrement ceux qui jouent la Coupe d'Europe, et ceux qui ne la jouent pas. Très clairement, Saint-Etienne va faire un plus gros mercato en termes d'investissement que des équipes comme Angers, qui ont d'ores et déjà dit qu'ils n'auraient pas de transfert payant. Une équipe comme Le Havre, où on sera sensiblement sur les mêmes types de dépenses qu'à Angers, etc. Donc, un mercato de Ligue 1, je sais pas. Un mercato ambitieux, en tout cas, c'est ce qu'eux ambitionnent. Parce que l'idée, c'est de continuer à construire un effectif pour retrouver la Ligue 1 et les garder pour construire à terme. Après, ça, c'est les messages qu'on te fait passer. Dans les faits, moi, j'attends de voir qui va signer. Voilà. Et donc... Ligue 1,5 quoi. Ligue 1,5. Vas-y, Joss, pour terminer. Non, je dis, on aura peut-être un mercato Ligue 1,5 quoi. Oui. Non, mais... chemin entre Ligue 1 et Ligue 2 quoi. Il y a quelque chose qui est factuel, c'est qu'on a acheté Irving Cardona de 2,5 millions d'euros alors qu'on est en Ligue 2. Ouais, Ça, c'est un signe aussi. Hein. Ouais. C'est un signe. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit d'une part que on est prêt à mettre 2,5 millions d'euros, chose que cette saison, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de clubs de Ligue 2 qui vont investir cette somme-là dans un budget mercato global. Et même fond de Ligue 1, ça sera de la même chose. Et en même temps, je parle pas du côté sportif, où là, on a peut-être tiré les erreurs aussi un peu du passé, en étant un peu plus pragmatique, en prenant des cadres, etc. Mais juste financièrement parlant, nous, on peut se permettre, fin mai, début juin, d'aller lever l'option d'achat de 2,5 millions d'euros pour un joueur de 28 qui va fêter ses 28 ans, dont tu sais probablement que tu le revendras pas, tu feras pas de plus-value sur Irving Cardona, c'est peu probable, mais n'empêche que tu mets cet argent-là. Voilà. Justement, tiens, on est pour passer à la partie suivante et puis pour conclure cette vidéo, on est début juin et voilà, un an tout juste passé, donc l'officialisation de l'arrivée de Kilmer Sport Ventures dans le Forêt. Pour conclure un peu cette vidéo, Joss, toi, tu tires quels enseignements justement de cette première année sous Kilmer Sport Ventures? D'un point de vue sportif, c'est celle d'un échec, parce qu'une descente, c'est celle d'un échec. Je pense qu'ils n'ont pas tout raté quand même. Ils ont commencé à... On a parlé de toute la partie financière évidemment, mais d'un point de vue sportif, moi, il y a des choses que j'ai quand même aimées. Enfin, Stassin, j'ai aimé. Horneland, moi, je trouve ça bien. Enfin, il y a des idées quand même. Après, il y a visiblement une anticipation ou peut-être un peu d'arrogance, en tout cas une mauvaise lecture de ce qu'était la Ligue 1. Peut-être une conviction un peu trop profonde jusqu'au bout que ça allait suffire. Voilà, maintenant, comme toujours, la question, l'important, c'est ce qu'ils vont en retirer. Et comme disait Romain, je trouve que déjà, l'idée de fixer un Cardona, ça veut dire qu'ils ont quand même appris, ils ont compris des choses. Donc, je suis pas satisfait de cette première année sur le plan sportif. Évidemment, j'aurais préféré pas redescendre en Ligue 2. Mais je suis pas non plus très inquiet parce que ils ont appris et ils ont l'air de vouloir construire, surtout avec une vision de plusieurs années. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce qu'on est quand même sorti de 20 ans où chaque année tout était remis en cause. On s'orientait un peu avec le vent en fonction des résultats. Là, j'ai l'impression qu'on commence à avoir un bout de vision et ça, je trouve ça intéressant. Maintenant,
J'espère que ça va marcher cette année. J'espère à titre personnel qu'on va sortir, parce que moi, je n'ai pas bien vécu le fait de prendre des secouées comme on a pris toute l'année. J'aimerais bien qu'on joue les premiers rôles, même si c'est en Ligue 2. On retrouve un peu de position dominante, qu'on arrive à s'affirmer et qu'on voit à la fois du foot et des résultats. Voilà. C'est vrai qu'ils ont peut-être oublié le plus important d'un club de foot, à savoir le foot. Robin, toi, t'es encouragé, toi, pour les prochaines années? Encouragé, je sais pas, en tout cas, ce qui me rassure, parce que aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais, quand je regarde ce qui se passe dans plusieurs autres clubs, quand je vois ce qui se passe à Bordeaux aujourd'hui, alors vous allez me dire, je regarde les pires. Moi, c'est des choses qui m'inquiètent réellement pour mon sport, de manière générale. Donc voir aujourd'hui des investisseurs qui sont arrivés, alors oui, ils ratent des choses, ils ratent même beaucoup de choses, parce que pour moi, c'est une terrible désillusion d'être descendu avec les moyens que tu avais par rapport aux autres. Parce qu'on a beau dire le foot, c'est pas que ça. Aujourd'hui, ça fait pas celui qui gagne à la fin. Alors là, ça fait une semaine qu'on me dit que Paris, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ben oui, ils ont mis combien de millions, de milliards depuis l'arrivée des Qataris. Ça reste la base. Aujourd'hui, Saint-Étienne, j'ai l'impression qu'on construit quand même des fondations et ça fait du bien. Maintenant, attention, c'est pas tout blanc ou tout noir. Je les attends vraiment au tournant sur la partie sportive, dans le sens où il va falloir aller chercher des compétences sur la gestion sportive au club. Parce que autant on a de l'expertise financière, administrative, sociale, avec les trois qui sont arrivés, et data, autant concernant la partie sportive, il y a pour moi encore des trous dans la raquette, et il va falloir arriver à convaincre des joueurs, va falloir arriver à être un peu plus pragmatique. Va pas falloir prendre la Ligue 2 de haut parce que c'est un championnat, et je vais le répéter même si tout le monde le dit, je le répéterai parce que ça fera pas de mal. On va être attendu de partout. Mais si tu ne montes pas à l'issue de cette saison, ça sera encore une plus terrible désillusion dans cette Ligue 2 qui est peut-être la Ligue 2 la plus faible à mon sens, en tout cas la moins riche depuis un certain nombre d'années. Parce que Oui, la moins riche, c'est sûr, oui. voilà. Là aujourd'hui, qui on va avoir en concurrent direct sur le papier? Je vous pose la question, des outsiders, on en aura plein. Je pense à Bastia, je pense à Troyes, je pense à Reims, à Montpellier, etc. Mais des concurrents directs capables de se renforcer de manière significative en Ligue 2, voilà. Mais maintenant, tout ça, c'est des paroles. Le reste, ça se montre avec des actes et il va falloir être solide et aller chercher en étant bien supérieur et qu'on fasse juste régner la normalité. Parce que la normalité, c'est qu'avec ce budget-là, tu ne dois pas être en Ligue 2. Messieurs, merci d'avoir pris le temps de décrypter un sujet qui paraît flou pour la majorité, en tout cas le commun des mortels. Un sujet qui est également évidemment analysé sur peuplevert.fr. Je vous donne rendez-vous sur le site et puis sur les réseaux sociaux pour ne rien rater donc de l'actualité de l'AS Saint-Étienne. N'hésitez pas également à poster en commentaire vos questions, on prendra le temps d'y répondre. Joss, Romain, je souhaite évidemment un bon week-end sans défaite de l'AS Saint-Étienne et puis évidemment allez les Verts.